Ah oui, l'estrade, C'était commune de Paris. D'accord. Mais à l'époque de la commune de Paris, je ne crois pas qu'il y avait des... Comment ça s'appelle déjà? Non, comment ça s'appelle? Des palettes. Merci. Il n'y avait pas de palettes. Il y avait des pavés à l'époque. Stop. S'il vous plaît, on ne va pas se lancer dans des choses annexes. Chers amis, avec toutes nos excuses pour le petit décalage dans le début de ce rassemblement, lié à l'afflux soudain de sollicitations médiatiques qu'on aurait préféré avoir en amont, mais qu'on a au dernier moment, c'est comme ça, c'est la vie. Nous allons donc commencer ce rassemblement. Je dois vous dire d'abord, au nom du réseau, notre émotion. C'est le 3e rassemblement que nous organisons. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de commémorer le 15e anniversaire de la mort d'Ilan Halimi, comme en février dernier, ni de commémorer et d'honorer la mémoire des insurgés du ghetto de Varsovie, comme en avril dernier. Aujourd'hui, il s'agit de quelque chose de plus directement citoyen, politique, d'une affirmation de lutte contre l'antisémitisme. Évidemment, je voudrais d'abord, comme il est de tradition, et c'est une bonne tradition, s'il vous plaît, la place résonne, comme toutes les places. On comprend qu'il y a beaucoup de conversations, mais si on pouvait... Voilà, merci. Remerciements pour le travail déjà réalisé. Bon. Ah, plus, voilà, merci. Voilà. Remerciements pour le travail déjà réalisé par les uns, les autres, les militants et les militantes du RAR, le vidéaste Bernard Henry, nos amis de Sud Solidaire qui ont mis leurs moyens matériels et humains à notre disposition et auxquels nous tenons à vraiment faire un remerciement tout particulier pour l'énergie et l'activité qu'ils ont déployée avec nous. Merci à vous. Et maintenant, vous êtes condamnés pour les prochaines années à faire pareil. Et le relais de notre appel par différents collectifs et organisations, il y en a qui l'ont repris en entier, on les remercie tout particulièrement. Il y en a qui n'ont pas voulu le reprendre en entier, qui ont repris des morceaux. Et il y a aussi des gens dont on aimerait beaucoup qu'ils soient là avec nous aujourd'hui, qui n'y sont pas, mais on espère qu'ils seront là bientôt avec nous. Je fais allusion à certaines organisations syndicales. Et un grand merci particulier aux manifestantes et manifestants pour les droits des Afghans qui nous ont rejoints. Merci. Ici, sur cette place Bounoyer, ancienne mairie du 4e arrondissement, nous sommes au cœur, non pas du Marais, comme on dit maintenant, du Marais gentrifié, nous sommes au cœur du quartier juif traditionnel de Paris, dans l'îlot 17, qui a été tellement réprimé pendant la guerre. Souvenons-nous que ce quartier fut le lieu de la persécution des Juifs, condamnés tout d'abord à porter une étoile jaune, qu'on allait prendre au commissariat du quartier dès l'âge de 6 ans, avant d'être raflés et déportés vers la mort. Mais il y a eu aussi l'attentat de la rue des Rosiers, en août 82, et la descente violente de Kenny Seba et d'un groupe de ses amis en mai 2006. Et il y a toujours des fantasmes de l'extrême droite ou d'autres gens qui veulent du mal à je ne sais qui, d'aller faire un tour rue des Rosiers et d'intimider les Juifs qui sont là. Nous sommes à 200 mètres de la rue des Rosiers. Au 25 de cette rue habitait une personne, j'ai eu la chance de la connaître, mais peu importe, elle s'appelait Ita Rosa Alon-Brunner. Cette femme a perdu 2 de ses enfants lors de la rafle d'Isieux, le 6 avril 1944, opérée par Klaus Barbie. Et cette femme est allée manifester en 1972, en pleine dictature militaire en Bolivie, et elle est allée s'enchaîner sur un banc avec Beate Klarsfeld pour réclamer l'extradition et le jugement de Klaus Barbie, l'assassin de ses enfants, qui
coulaient des jours heureux en Bolivie. Et donc on lui rend hommage. Dans cette même rue des Rosiers, il y a aussi l'esplanade des 260 enfants sur la place des Hospitalières Saint-Gervais, là où vous achetez peut-être un falafel. C'est là, les 260 enfants, ce sont les 260 enfants de l'école communale de la place des Hospitalières Saint-Gervais qui ont été déportés et tués. Nous sommes aussi, et je vais arrêter là mon énumération, à 100 mètres du mémorial de la Shoah, qui n'est pas que le mémorial de la Shoah, qui est aussi le mémorial à la mémoire du génocide des Tutsis, du génocide des Arméniens. Allez regarder les panneaux qui sont à l'extérieur, vous n'avez même pas besoin d'entrer, et vous verrez la présentation actuelle d'ailleurs aussi sur le sort des homosexuels et lesbiennes face à l'Europe nazie. Voilà le contexte dans lequel nous sommes et dont nous allons discuter tout au long de ces prises de parole. Et je vous demande de les écouter avec respect, de la même manière que je demande aux orateurs et aux oratrices de respecter le temps de parole qui leur a été assigné et qu'on va essayer de faire le plus court possible. À côté, je l'ai déjà dit, je le répète et je le répéterai sans cesse, il y a la table du RA avec le matériel, les badges, enfin bref, tout ce qu'il faut pour devenir un vrai militant ou une vraie militante contre l'antisémitisme et tous les racismes. Voilà. Et donc nous allons commencer les prises de parole. Bravo. Nous allons commencer les prises de parole en commençant, à tout seigneur, tout honneur, par celle du RA. Et donc j'appelle Bruno, Claudie et Martine. Merci, vraiment merci. Alors, allez-y, venez. Alors, je ne sais pas si on réussira à arriver à la fin de cet après-midi sans être tombé de la palette. Mais c'est pas de la faute de... Voilà. Ces derniers temps, on a pu voir quasi quotidiennement sur nos écrans et dans les manifestations anti-pass du samedi, des pancartes, des inscriptions et des tags antisémites, mais aussi des étoiles jaunes et des références à la Shoah utilisées à tort et à travers. On a pu entendre et lire des messages codés comme le tristement célèbre « Qui ?» message devenu viral et qui vise directement les Juifs. Il y a eu aussi des profanations, notamment celle de la stèle de Simone Veil à Perros-Guirec, ainsi que de multiples dégradations dans les cimetières juifs alsaciens. Par ailleurs, des centres de soins et de vaccination ont été tagués, comme le centre de santé MGEL de Sainte-Fer dans la Creuse, rebaptisé par des antisémites Centre sorosien d'euthanasie différée, en référence à Georges Soros, personnalité stigmatisée depuis longtemps, autant par la sphère complotiste que par Viktor Orban ou Donald Trump. Une deuxième inscription menaçait ce même centre de vaccination anti-Covid avec les mots suivants: « Vous paierez pour vos crimes ». À cette sinistre énumération, il faut ajouter les dégradations subies par le local de Sud Paris, tagué dernièrement avec des injures racistes. La vague de propagande antisémite à laquelle nous sommes confrontés dernièrement est ainsi exceptionnelle et gravissime. On est loin ici d'un nouvel antisémitisme, car cette propagande qui se déploie soit de manière camouflée, soit de façon tout à fait explicite, s'appuie sur les thèmes antisémites les plus archaïques et les plus traditionnels, ceux de l'empoisonnement, mais aussi du complot, qui est un formidable accélérateur non seulement pour l'antisémitisme, mais aussi pour tous les racismes. On peut citer à nouveau les phrases puissantes de Frantz Fanon. C'est mon professeur de philosophie, d'origine antillaise, qui me le rappelait un jour. Quand
Vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Et il concluait, depuis lors, j'ai compris qu'il voulait dire, un antisémite est forcément négrophobe. La vague de propagande actuelle a un fort aspect international. Aux USA, avec les QAnon et autres néo-nazis assaillants du Capitole. En Allemagne, avec les Querdenker, mais également au Canada et dans bien d'autres pays. Comme l'analysait déjà l'écrivain russe Friedrich Gorenstein, l'antisémitisme est la langue commune de tous les chacals fascistes, quelle que soit leur nationalité. Et pourtant certains, même à gauche, minimisent ou banalisent, parlent d'effets de loupe, ne voient que des occurrences locales, ignorent la réalité des réseaux de diffusion antisémites, nationaux ou internationaux, et considèrent parfois que notre insistance sur la question antisémite contribue à discréditer le mouvement social. Nous inventerions un antisémitisme populaire et participerions à une manipulation médiatique au profit du pouvoir en place. Il s'agit là de mensonges qui exonèrent les coupables, ceux qui diffusent ou tolèrent la haine raciste. Rappelons tout d'abord que cette propagande antisémite qui veut désigner les Juifs comme riches, puissants et diaboliques a déjà en France conduit à des meurtres antisémites ces 15 dernières années. Ilan Halimi, les victimes de l'école Ozar HaTorah à Toulouse, les victimes de l'Hypercacher, Sarah Halimi, Mireille Knoll. Ensuite, il est intolérable de dénier la souffrance et le traumatisme que provoquent chez les Juifs et les Juifs de ce pays les pancartes et graffitis antisémites. Soyons clairs, arborer une étoile jaune pour dénoncer la vaccination, c'est cracher à la figure des Juifs et des Juives qui ont été contraints de la porter, mais aussi des Tutsis discriminés puis massacrés à la vue des mensonges ethniques de leur carte d'identité, des Arméniens, des musulmans de Bosnie, des Ouïghours et de toutes celles et ceux qui ont été ou mis à l'écart par la société et destinés à être des victimes de violences, voire de génocide. Dans une partie de la gauche, la réponse est timide. Il y a toujours cette vieille gêne touchant le combat contre l'antisémitisme. Le simple fait d'en parler provoque parfois des réactions de rejet. On exagérerait, il ne faudrait pas se faire instrumentaliser, il ne faudrait pas oublier les autres racismes ou le conflit israélo-palestinien, etc., etc. Bref, la réponse que l'on entend souvent à gauche est un drôle de « oui, d'accord, bien sûr, mais ». Au rare, nous pensons à l'inverse, que pour bâtir un mouvement social d'émancipation, il faut fracasser le cadre de pensée complotiste et antisémite. Celui-ci constitue en effet un véritable poison, toxique et destructeur pour le mouvement social, pour la gauche et pour toute analyse véritablement critique de la société. Le complotisme antisémite propose en effet une sorte de grille explicative de la réalité, simpliste et perverse. Il suppose l'existence d'un groupe de juifs qui dominerait le monde et le manipulerait en secret. Il transforme la question sociale en question juive. On l'a vu lors du procès de Cassandre Fristo à Metz. Cet ex-membre du FN prétendait ainsi dénoncer les dominants avec sa pancarte antisémite affichant différents patronymes à consonance juive. À nos yeux, cette façon de raisonner bloque dans l'œuf toute possibilité d'appréhender les rapports sociaux dans leur complexité, de penser les inégalités, les discriminations, l'exploitation. Le complotisme antisémite personnalise là où il faudrait penser des structures et des processus. Pensons par exemple à l'obsession pour les Rothschild. Il nous semble impossible de partager
partager, cette chaîne de pensée sans créer un brouillage délétère des lignes politiques. Consentir à cette confusion, c'est ouvrir la voie à l'extrême droite. Ici, soyons clairs, l'antisémitisme est une révolte contre l'autorité qui vise le renforcement de l'autorité et pas son renversement. C'est une révolte autoritaire. Celles et ceux qui crient liberté veulent en réalité l'abolir. C'est la raison de notre initiative, comme ça, et c'est pour cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de commémorer le passé, ce qui est important bien sûr, mais de se mobiliser ici et maintenant contre les antisémites réellement existants et ceux qui font preuve de complaisance à leur égard. C'est la vocation du RAR qui inscrit ce combat contre l'antisémitisme au sein de toutes les luttes antiracistes. Rappelons en effet par exemple que les théories racistes dites du grand remplacement, qui ont aujourd'hui le vent en poupe, combinent souvent sans hésitation racisme et antisémitisme. Dans ces récits complotistes, la prétendue invasion de l'Europe par les immigrés est en effet décrite comme orchestrée par les Juifs. De la même manière, nous nous associons complètement à la condamnation du racisme anti-asiatique en nette augmentation lors de la pandémie de Covid, à l'instar de l'antisémitisme. Ce rassemblement est pour nous une étape importante, mais aussi le point de départ d'une mobilisation collective que nous voulons la plus large et aussi la plus claire possible tout au long de cette année particulière. Année de la présidentielle, avec le risque probable d'une surenchère droitière dans le débat public, notamment, mais pas uniquement, du fait de l'entrée en jeu dans la campagne d'Éric Zemmour. Zemmour mêle sans cesse une croisade violente contre les musulmans et les immigrés à des affirmations antisémites. Ses propos xénophobes et racistes, pour lesquels il a été plusieurs fois poursuivi et condamné, sont en effet liés chez lui à une forme de révisionnisme historique au relent antisémite. Ces multiples tentatives de réhabilitation de Pétain et de Vichy, qui auraient cherché à sauver les Juifs français, en témoignent. C'est le même qui a dénoncé récemment le procès contre Maurice Papon, procès qui aurait été, selon lui, objet de manipulation. Rappelons également que dernièrement, il a scandaleusement condamné l'inhumation en Israël des enfants de l'école Ozar Torah, tués en 2012, ignorant le risque de profanation que les stèles auraient pu subir en France. Dans la continuité de Maurice Barrès et de Charles Maurras, Zemmour détermine la nationalité des personnes en fonction du lieu de leur sépulture. Ce rassemblement est une proposition que nous adressons publiquement à toutes les organisations, à tous les collectifs, à tous les antiracistes, à toutes celles et ceux qui se réclament de l'émancipation. Nous disons, soyons solidaires, aidons-nous les uns les autres, rencontrons-nous, travaillons ensemble, soutenons-nous, discutons y compris des questions les plus complexes, formons-nous contre les racismes, le complotisme et l'antisémitisme. Le RAR y est prêt et va continuer à prendre des initiatives dans ce sens. Nous espérons qu'elles rencontreront un accueil attentif et positif. Merci pour votre attention. Merci à ces trois intervenants du RAR dans leur diversité. John, est-ce que John Barsman est là? Est-il là? John Barsman doit témoigner de ce qui lui est arrivé au Havre, mais s'il n'est pas là, on va attendre qu'il arrive. Il a été confronté, c'est un militant, il a été confronté dans la liste anti-pass sanitaire au Havre, la ville dans laquelle il habite et travaille, à des injures antisémites. On lui a dit qu'il se... Comment dire? Il réagissait aux pancartes qui et à la pancarte de Metz, de Tristan, je ne sais plus comment, Tristan, j'arrive jamais à prononcer son nom, hein? Christo, parce qu'à cause de son patronyme, parce qu'il est juif. Au passage d'ailleurs, son père, cinéaste américain, a été obligé de fuir les États-Unis à cause de McCarthy. Bref, et il a été confronté à une incompréhension totale sur son combat et sur sa réaction.
mais il devait être là. S'il n'est pas là, nous allons passer à la suite. Alors la suite, eh bien c'est Mémorial 98. C'est une des associations créatrices du rare, en tout cas impliquées dans le rare, et qui va vous parler. Il se trouve que j'en suis, et on va parler avec mon ami Philippe Chamec. Viens ici, Philippe. Tu es là ? Dans 10 jours, le 29 septembre 2021, aura lieu le 80e anniversaire, jour pour jour, du premier grand ou immense massacre de la Shoah, qui avait débuté déjà dans l'été 41. Mais ce jour-là, il y a 80 ans, on est passé à toute autre chose. Le 29 et 30 septembre 1941, 33 700 juifs et juives ukrainiens de tous âges, enfants, vieillards, merci beaucoup, cher ami, enfants, vieillards, ont été massacrés à l'époque par fusillade dans le lieu qui s'appelle le ravin de Babi Yar, à côté de Kiev. Ce massacre réalisé par fusillade, qu'on appelle improprement Shoah par balle, car il n'y a pas de Shoah par balle ou par gaz, il y a une seule Shoah avec différentes modalités de massacre. Beaucoup de juifs sont morts simplement de faim dans les ghettos, sans avoir été fusillés. Et donc, et fut le plus important de cette période. Il dépassait par son ampleur 33 700 personnes en 2 jours, même les chiffres de certains camps de mise à mort. Et ça, c'était en septembre 41. Et certains prétendaient qu'ils ne savaient pas. Et 80 ans après ce massacre, il y a des gens qui osent se coller des étoiles jaunes sur la poitrine et qui osent comparer cela à ce qui se passe actuellement sur le pass sanitaire et sur la vaccination. Comment ne pas hurler, frapper, se désespérer face à cette négation, face à cette comparaison, face à cette profanation? Il y avait aussi une autre dimension tragique dans le massacre de Babi Yar et qui pèse encore sur nous. Après la guerre, la mémoire de ce début de la Shoah fut longtemps masquée, occultée. En effet, les autorités de l'époque, sous la direction du grand dirigeant Staline, dissimulaient le caractère antisémite des exactions nazies. Dans le cas de Babi Yar, les victimes juives n'étaient pas présentées comme juives, elles étaient présentées comme des citoyens soviétiques pacifiques, sans mention de leur judéité et de l'acharnement des nazis contre elles. Pendant des décennies, il était interdit de se rassembler à Babi Yar. C'était interdit, on ne pouvait pas. Ça n'est qu'en 1961, l'immense poète contestataire Evgeny Evtushenko a publié un poème extraordinaire qui s'appelle Babi Yar, dans lequel il disait « Ces gens ont été tués parce qu'ils étaient juifs, parce que les nazis voulaient les exterminer ». Ça a été un choc à l'époque et il a été réprimé. Tout ça pour dire que nous devons nous réapproprier, tous tant que nous sommes, l'histoire longue du combat contre l'antisémitisme et contre tous les racismes. Et nous retrouverons aussi dans ce mouvement une autre histoire, française celle-ci, celle de l'affaire Dreyfus. Là aussi, que d'hésitation, que de tergiversation avant de se lancer dans la bataille contre l'antisémitisme et pour la justice. Émile Zola a précédé Jean Jaurès. Les écrivains ont précédé les militants. Les quelques centaines d'audacieux manifestants du 17 janvier 1898 à Paris, qui ont été attaqués à un meeting antisémite, des anarchistes, des socialistes, des ouvriers parisiens,
fédère les prises de position tardives et contraintes de ceux qui voulaient, déjà à l'époque, pas se mêler de la persécution d'un capitaine juif, d'une grosse légune. C'est une histoire entre bourgeois, disait-il, et niait la portée de cet affrontement extraordinaire. Nous devons nous réapproprier la mémoire de l'histoire de la lutte contre l'antisémitisme et de l'histoire de l'antisémitisme. Philippe. Ah. Alors quoi 120 ans plus tard, après la Shoah et ces millions de juifs et juifs massacrés, mais aussi dans d'autres génocides et crimes contre l'humanité, nous en serions donc là, à ergoter sur la signification de la campagne actuelle de haine et de complotisme, à pinailler sur la signification de la profanation de l'étoile jaune, voire pour certains à chercher la manière de la minimiser ou de l'excuser. Combien de pancartes antisémites ont-elles été fracassées sur la tête de leurs porteurs ou porteuses? Combien d'étoiles jaunes provocatrices ont-elles été arrachées? Alors, compte tenu de la séquence historique que nous vivons, n'est-il pas urgent de mettre à l'ordre du jour, dans nos organisations politiques et syndicales, dans nos associations, une bataille permanente et pratique contre l'antisémitisme qui commence à sointer dans une partie de la population? La formation doit être une part importante de notre activité, surtout parmi la jeunesse, où la demande, à contrario des préjugés, n'est pas absente. C'est aujourd'hui la première manifestation publique, politique et de gauche contre la vague antisémite et complotiste. Nous nous en réjouissons. Nous espérons que c'est également un pas décisif de cette réappropriation collective de notre histoire dont nous avons tant besoin afin qu'elle se transmette aux nouvelles générations et qu'elle imprègne toute la gauche et le mouvement antiraciste et au-delà. Nous sommes disponibles pour cette importante tâche collective. Merci. Merci Philippe, avec son énergie habituelle de militant syndicaliste. Je passe maintenant la parole à nos camarades de JJR, Juifs et Juives révolutionnaires. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jonas, je suis aux Juifs et Juifs révolutionnaires. Il y a beaucoup de choses à dire, mais d'abord je voulais commencer cette prise de parole en vous disant merci. Merci d'être là, vraiment du fond du cœur. Parce qu'en tant que juif en ce moment, se coucher le soir, se lever le matin, c'est pas simple. On a un nombre d'actes anti-juifs ces derniers mois qui atteignent une intensité rarement vue. Oui, aujourd'hui on voit des centaines, voire des milliers de personnes qui descendent dans la rue en disant « Le problème de la société aujourd'hui, c'est les juifs ». Du haut de mes petits 33 ans, voilà, j'ai jamais vécu ça encore. Depuis des années, comment on peut se défendre à ça? Depuis des années, on a des charlatans islamophobes qui nous racontent que ce sont les Arabes, que c'est la gauche, que c'est les musulmans, que ce sont les jeunes de quartier les responsables de cet antisémitisme. Ces mêmes charlatans racontent que des imaginaires islamo-gauchistes et les antiracistes sont les nouveaux racistes. Cette théorie, compilée dans un manifeste qui s'appelle « Contre le nouvel antisémitisme », est partagée par un nombre de partis politiques étonnants, du Rassemblement national jusqu'au Printemps républicain. On a même vu, lors de la 15e commémoration pour Ilan Halimi, des associations qui se disent antiracistes expliquer avec les vendeurs de haine Christian Estrosi et Manuel Valls que le plus grand danger antisémite, ce serait la gauche radicale, nous. Donc nous, qui aiderions les islamistes à propager l'antisémitisme. En miroir, dans notre camp, devant cette théorie douteuse, qu'est-ce qu'on a? On entend que l'antisémitisme, c'est une simple accusation qui vise à discréditer les musulmans, la gauche ou les antiracistes. Finalement, l'antisémite, c'est toujours le camp d'en face. Pourtant, on entend à gauche, dans notre camp, un Jean-Luc Mélenchon, que ce serait la faute du grand rabbin anglais et du CRIF français si Corbyn a perdu le référendum sur le Brexit. On l'entend toujours le même, toujours dans sa bouche, que Mohamed Merah
aurait été piloté par un groupe obscur qu'il appelle l'oligarchie pour influencer les élections. On est donc, à droite comme à gauche, dans la plus grande des confusions. Ces théories du complot, les théories du complot des anti-vaccins sont tolérées, voire carrément reprises, dans notre propre camp. Ainsi, et à titre d'exemple, la banque Rothschild serait responsable des inégalités sociales selon des gilets jaunes, de la casse de l'hôpital public selon une élue de la France insoumise, du QR code selon les antisémites derrière les pancartes qui, et enfin de la pandémie selon Alain Soral. À votre avis, pourquoi la 240e banque est autant désignée comme source de tous les malheurs du monde? Pourquoi c'est pas la BNP, la 12e banque mondiale, si on pense que la finance dirige le monde? Évidemment, c'est parce que Rothschild c'est un non-juif, évidemment. Et cet antisémitisme-là, cet antisémitisme racial économique, il a une histoire. C'est une histoire qui est liée au fascisme français, à l'avènement des Maurras, des Pétains. C'est ça qui les a fait triompher en réalité. Et cela, comme Philippot parlait et parle aujourd'hui, de lutter contre les élites, contre la corruption, contre la finance internationale. Il s'agit d'un langage codé que la gauche doit cesser de reprendre. Attention, attention, je ne dis pas, et que les choses soient claires, nous ne disons pas que critiquer la finance est antisémite. Nous disons que l'antisémitisme avance masqué de manière cryptée et qu'il faut le connaître pour le débusquer et le combattre. S'il vous plaît, ne vous braquez pas. Si les juifs réagissent à des paroles ambiguës, parce qu'ici, nous connaissons tous la liste de ceux qui ont démarré à la gauche radicale et qui sont actuellement dans les rangs de l'extrême droite. Enfin, lorsque le ver brun s'invite dans la pomme rouge, on peut se dire « c'est pas grave ». C'est pas grave, c'est juste un ver, c'est tout petit par rapport à une pomme. Et pourtant, lorsqu'on ne fait rien, le ver grossit, le rouge de la pomme décrépit, et il ne reste à la fin qu'un fruit pourri, tout brun. Merci de m'avoir écouté. Bien. Merci. Jacques, cher Jacques, je passe la parole à Jacques Lefkovitch, président de l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, que je vous demande d'applaudir. Malgré le fait qu'il n'ait pas encore parlé, tout son courage, sa détermination. Vas-y, Jacques. Merci. Alors que le dernier témoin de l'assassinat de masse des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale disparaissent progressivement, voilà que le ventre, qui n'a jamais cessé d'être fécond, enfante à nouveau à vitesse accélérée ces monstres. Depuis plus de 15 années, et ceci n'a pas lieu dans un quelconque pays de dictature, de nouveau des Juifs meurent parce qu'ils sont Juifs. On pouvait légitimement penser que ces meurtres étaient le fruit, selon les cas, de projets crapuleux à base de préjugés, de dérèglements psychiques ou d'embrigadement à prétexte religieux. Mais, toujours, ils étaient considérés comme le résultat d'une anormalité, d'une aberration, rejetée par la plus grande partie de la population. En aucune façon, ces dérèglements absurdes ne pouvaient toucher, pensait-on, des masses de population criant leur hostilité envers les Juifs. Certes, des enquêtes d'opinion alertaient qu'environ un tiers des adultes pensaient que les Juifs avaient trop de pouvoir et trop d'argent. Mais il s'agissait d'affirmations livrées à l'abri de l'anonymat garanti d'un sondage. Désormais, la forfaiture s'étale au grand jour, à visage découvert. Elle bénéficie dans le meilleur des cas de la neutralité bienveillante de ceux qui l'observent directement, qui la côtoient. Il devient impossible d'ignorer que plusieurs centaines de milliers de citoyens français, dont certains bénéficiant d'une éducation supérieure, ne voient aucun inconvénient à ce que s'expriment dans leur proximité immédiate des énoncés de haine à l'égard des Juifs. Des énoncés qui peuvent être directs, mais aussi indirects, à travers la relativisation de la gravité du génocide de la Seconde Guerre mondiale. C'est une voie qui mène au négationnisme. Ainsi, le danger extrême d'un antisémitisme de masse n'est pas à exclure.
Nous, Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, créée en 1943 dans la clandestinité de l'occupation nazie, pour unifier les mouvements de la résistance juive et développer la lutte contre l'occupant. Nous le proclamons avec la détermination la plus achevée et la plus définitive. Oui, on peut débattre de la politique sanitaire gouvernementale. Non, absolument non. On ne peut accuser les Juifs d'être à l'origine d'un projet liberticide et meurtrier, même sous forme de sous-entendu. Cette vague montante d'antisémitisme doit être endiguée au plus vite. Cette construction d'un espace d'obscurantisme qui s'est cristallisé à l'occasion de la vaccination anti-Covid doit être démolie. Pour atteindre cet objectif, une condition cruciale doit être réalisée, celle du rassemblement le plus large possible. Car ce combat ne saurait être celui des seuls juifs. Nous remercions avec émotion tous ceux qui participent à ce rassemblement, animés par la même volonté de lutte contre l'antisémitisme, même s'ils ne sont pas directement concernés. Mais nous affirmons dès aujourd'hui que porteraient une lourde responsabilité ceux qui prononceraient la moindre exclusive contre qui que ce soit qui voudrait s'impliquer dans la lutte contre l'antisémitisme et tous les racismes. Nous gagnerons ce combat, qui est aussi celui de la démocratie, parce que nous serons unis. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Lisa. Merci. Avant de passer la parole à nos amis des Juifs vénères, je voudrais vous dire juste un mot sur les médias, juste un tout petit mot, puisque vous avez pu constater, on s'en est excusé au début qu'il y a eu un afflux de médias, et pourtant nous avons eu du mal à imposer ou à faire connaître notre message dans les médias. À l'arraché, ce matin, nous avons pu faire passer une tribune dans Libération, que vous pouvez regarder. C'est une tribune signée par les membres du RAR, une tribune. Mediapart nous a accompagnés, ils avaient des reporters. Et puis tout d'un coup sont arrivés là, M6, BFM et même Sud Radio, tout à fait étonnant, mais la journaliste de Sud Radio qui était là nous a expliqué qu'elle était journaliste, qu'elle se posait bien entendu des tas de questions, je dis ça de manière off, et qu'elle était là pour recueillir notre point de vue, et qu'elle n'était pas ni naïve, ni complètement fermée à ce qui se passait dans le Sud Radio. Bref, vous comprenez. Nous avons eu aussi un petit problème avec les radios Poutine et des télé-Poutine, puisque RT, Russia Today, est venu aussi ici. Vous savez que Poutine cherche actuellement à soutenir, soi-disant, les organisations antiracistes qui luttent contre les contrôles aux faciès. Le même qui lui-même fait ce qu'il fait contre tous les opposants en Russie, a trouvé un nouveau système. Bien. En ce qui concerne RT et une autre radio russe, nous n'avons rien à leur dire et nous condamnons le fait que des gens de la gauche aillent parader dans cette radio qui est une radio raciste, anti-migrants, anti-tchétchènes, anti-ouïghours, anti-tout ce que vous voulez, et qui manipule dans toute l'Europe, comme on peut le voir dans les pseudo-élections qui se déroulent aujourd'hui en Russie. Et en Syrie, j'aperçois mon camarade Michel Morzière avec qui nous menons le combat autour de la Syrie. Donc, voilà, nous leur avons dit que nous n'avons rien à leur dire, ils peuvent être là, mais pour ce qui nous concerne, nous n'avons rien à leur dire. Après ce petit point média que je tenais à vous transmettre, oui, tout à l'heure de Mediapart, j'ai aperçu dans la foule David Perrotin, à qui je rends hommage au passage pour tous ces reportages sur les cas de violence policière et raciste dont il a rendu compte avec beaucoup d'énergie. Vraiment, hommage à lui. Et donc maintenant la parole à Jules Vénère, Milena et Cléo. Donc près de la bouche. Merci. Vous entendez? Super. Alors, nous, Juifs Vénères, collectif de juifs féministes et antiracistes,
ne pouvons rester silencieuses face aux relents violents d'antisémitisme qui se sont multipliés de façon décomplexée, comme on l'a compris, ces derniers mois, et qui nous sidèrent, mais aussi face au silence de certains et certaines de nos camarades qui nous blessent. Donc nous attendons de nos camarades féministes, antiracistes, qu'ils et elles se tiennent fermement à nos côtés, nous soutiennent et se positionnent sans ambivalence aux côtés des Juifs de France en ce moment. Nous avons besoin de vous. Alors, ce qu'on a pu observer ces derniers mois, notamment dans le mouvement anti-pass sanitaire, c'est l'expression d'un antisémitisme structurel. Soit que les Juifs sont responsables de la propagation de la pandémie, soit qu'ils sont aux manettes de la gestion de la crise sanitaire, soit que la crise sanitaire est un moyen pour eux de parvenir enfin à contrôler le monde. C'est tout un imaginaire antisémite très ancien qui fait rage depuis les débuts du christianisme. On peut penser aux allégations d'empoisonnement, aux soupçons des Juifs répandant la peste ou encore aux Juifs buveurs de sang d'enfants, qui étaient des fantasmes déjà mobilisés avec enthousiasme au Moyen-Âge. Et finalement, sans grande imagination, 7 siècles plus tard, ils le sont à nouveau. Et tandis qu'au XIXe siècle, la fiction d'un complot juif ayant pour but de renverser la civilisation occidentale remportait immédiatement un grand succès, la dite théorie entre guillemets du complot continue finalement de séduire les esprits des riches, des pauvres, des grands, des petits. Donc ces multiples allusions directes ou indirectes aux juifs et aux juives qui ont proliféré à l'occasion des manifestations contre la gestion de cette crise sanitaire qui est certes condamnable, voilà, ça rappelle une obsession bien française et profondément ancrée dans la structure de la construction de notre nation, qui a vu plus d'une fois l'actualité instrumentalisée à des fins antisémites. Donc, ce que nous voulons, nous, c'est interpeller nos camarades et on leur demande de se tenir à nos côtés, celles et ceux qui sont là, merci à eux d'ailleurs et à elles, et ceux qui sont absents. Nous leur demandons de ne pas se laisser avoir et de regarder en face cet entêtant parfum d'antisémitisme qui n'est pas anodin. Quand Alain Soral indique dans l'une de ses vidéos qu'il faut avoir le courage de nommer l'ennemi, je le cite, il désigne les juifs et les juives, comme d'autres, en ce moment, désignent les musulmans et les musulmanes comme les agents d'un complot mondial qui vise à renverser leur civilisation. Quand Cassandre Fristo, la femme photographiée à Metz dans une manifestation avec le fameux panneau « Qui », censé désigner implicitement les responsables de la crise, les juifs, nous pensons à ceux et celles qui martèlent sans complexe aussi en ce moment que les responsables de tous les maux sont les personnes qui migrent et s'exilent en France et leur descendance. Donc, aux yeux de nos ennemis communs, et n'en doutez pas, les juifs et juives et les autres personnes racisées sont dans le même panier. Les fantasmes racistes et antisémites se nourrissent les uns les autres et s'entrelacent dramatiquement. À ce titre, un détail aperçu récemment, Mbappé nègre enjuivé, est assez éloquent pour donner un aperçu du raisonnement aujourd'hui dans l'esprit d'un raciste et antisémite. La complaisance d'une partie de la gauche à l'égard de cette propagande antisémite, en plus de laisser les juifs et les juives subir seuls la violence de ces discours antisémites, laisse ce discours antisémite se développer, se diffuser et devenir pour de plus en plus de gens l'explication de tous les malheurs du monde. Et cette complaisance dure d'ailleurs depuis bien trop longtemps. De la même manière, ne pas s'insurger ni se mobiliser contre les militants anti-pass qui portent une étoile jaune, c'est laisser se diffuser une euphémisation de la Shoah qui flirte avec le révisionnisme. Si cette complaisance est possible, c'est parce qu'elle s'inscrit dans un abandon de la lutte contre l'antisémitisme par une partie de la gauche depuis plusieurs dizaines d'années. Certains disent à gauche qu'il n'y a plus d'antisémitisme, d'autres à droite qu'il y aurait un nouvel antisémitisme. Eh bien non, nous en avons encore une fois la preuve. C'est le même antisémitisme structurel qui se recompose encore et toujours. Le stigmate du juif dominant, cet antisémitisme qui est à l'origine de meurtres, agressions, harcèlement antisémite ces 15 dernières années. Nous sommes donc inquiètes, parce que ces manifestations d'antisémitisme dans le mouvement anti-pass semblent décomplexer les gens qui de plus en plus expriment de l'antisémitisme sous forme de tags ou d'insultes, etc. Et nous avons peur d'assister à une augmentation des actes antisémites.
Donc nous pensons qu'il n'est pas possible et même dangereux de vouloir construire un mouvement social progressiste sur un mouvement anti-pass dont le terreau est antisémite et complotiste. Et finalement, les seuls qui en ressortiront victorieux, une fois de plus, ce sont nos ennemis communs, à nous tous, racisés. Donc pour construire un nouveau mouvement social émancipateur, il faut qu'il soit féministe, inclusif, antiraciste, et on ne peut pas négocier avec ça. Donc il faut construire une mobilisation collective contre l'antisémitisme tel qu'il s'exprime dans et autour des manifs anti-pass. C'est vraiment urgent. Et les féministes, nos camarades féministes, les collectifs féministes doivent s'emparer notamment de la manière dont la stèle de Simone Veil a été souillée à plusieurs reprises ces derniers mois à Perros-Guirec avec un alliage antisémite et antiféministe. C'est en luttant de manière féministe contre l'antisémitisme qu'on pourra lutter contre les féminicides antisémites qui ont été bien trop nombreux ces dernières années. Ce que nous tenons à dire à l'ensemble de la gauche, c'est qu'il n'est pas possible de fermer les yeux sous prétexte que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas sexy dans le champ militant de la gauche. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être là. Bravo. On va continuer dans la jeunesse. La différence, c'est que les jeunes lisent leur intervention sur leur iPhone, tandis que nous, on lit sur des papiers. Il y a d'autres différences. Merci de me le rappeler, Robert. J'avais pas remarqué. Quand je regarde mes petits-enfants, oui, je me dis quelle est la différence. Nos amis de la jeune garde, où sont-ils? Où sont-elles? Vas-y, viens. Comment? Merci, Tony. Bonjour à tout le monde, alors je m'appelle Tony, je fais partie de l'organisation antifasciste La Jeune Garde. C'était important pour nous d'être présents ici aujourd'hui, rassemblement contre l'antisémitisme et contre tous les racismes. Alors depuis maintenant plusieurs mois, il y a des manifestations qui se passent contre l'élargissement du pass sanitaire. Mais dans ces manifestations, il y a plein de comparaisons complètement ignobles. Des gens qui portent l'étoile jaune en mettant passeport vaccinal, des gens qui mettent des affiches comparant l'entrée du camp d'Auschwitz, des gens qui utilisent des slogans foncièrement antisémites. C'est intolérable. C'est intolérable qu'on laisse ces gens-là dans ces manifestations. De plus, beaucoup de manifestations sont organisées par Florian Philippot et son parti Les Patriotes. Florian Philippot, clairement d'extrême droite. Ces manifestations sont soutenues par Dupont-Aignan, sont soutenues par Thaïs Descuffon, ex-porte-parole des générations identitaires, dissous il y a quelques mois. Ils sont soutenus par l'Action française, un groupe monarchiste qui veut le retour d'un roi. Ils sont aussi soutenus par les Zouaves Paris, un groupe militant qui agresse des gens. Ils ont agressé des cortèges gilets jaunes, ils ont agressé des cortèges pendant la loi sécurité globale, ils agressent des gens dans la rue. C'est des gens qui ont des tatouages antisémites, des croix d'Occident, des croix gammées, qui soutiennent des gens comme Zemmour, qui soutiennent des gens comme Mussolini, qui soutiennent des gens comme Hitler. Nous, en tant qu'antifascistes, on ne peut pas laisser ces gens défiler dans la rue. Ces gens sont armés, ils ont des barres de fer, ils ont des gazeuses, ils sont prêts à s'en servir. Nous, antifascistes, on sera toujours présents dans la rue pour leur faire face. On ne peut pas leur laisser la rue. Mais l'affaire, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. On ne pourra pas être tout seul. On ne pourra pas être tout seul, ça c'est clair et net. Il faut que tout le monde s'approprie ce combat. Parce que l'antifascisme, c'est l'affaire de tous et tous. C'est notre avenir qui est en jeu. Il y a les élections qui arrivent bientôt. Marine Le Pen prend du pouvoir. Elle prend du galon. Elle prend confiance. Un mec comme Zemmour, il peut se présenter aux élections. Il a un discours foncièrement raciste. Les musulmans prennent cher. La communauté juive prend cher. La communauté homosexuelle prend cher. Faut qu'on réagisse. Et les femmes. Faut qu'on réagisse. Les femmes prennent exactement. Les femmes prennent cher. C'est tout le monde. Tout le monde. On doit tous mettre la pierre à l'édifice. Tout le monde doit entrer dans le combat. Après, le combat, ça ne veut pas dire aller dans la rue et faire face. Hein. Un simple like sur un post Facebook, venir à une manifestation, venir à un rassemblement, regarder une vidéo, lâcher un vu, soutenir quand on entend quelque chose dans la rue, réagir. Ne pas laisser ces gens propager un discours haineux, un discours violent. Parce que si ces gens, on leur laisse juste une petite porte ouverte, ils vont y aller. C'est tout le monde, on doit tous réagir. Merci à tous. La relève est assurée.
Merci à la Jeune Garde qui en plus a fait un effort exceptionnel pour le service de protection de ce rassemblement. Voilà, merci vraiment beaucoup. Tony. Et en plus l'allure. Avant de passer aux intervenants suivants, une pause musicale, une pause de chant, un chant très touchant qui s'appelle Unser Städtel brennt, notre village brûle. C'est un chant qui est issu d'un poème d'un auteur juif polonais, Mordechai Gibirtik, écrit en 1938, avant la guerre, suite à un pogrom fait par le parti d'extrême droite polonais à Przeczyk en 1936. Ce poème a été ensuite mis en musique et a servi de chant à des groupes de la résistance juive polonaise et ailleurs. Ce chant dit « Notre village brûle, ne restez pas passifs à regarder le village qui brûle, agissez, bougez, bougez-vous ». Et ça fait la continuité avec ce qui vient d'être dit tout au long de cet après-midi et avec une grande énergie par Tony de la Jeune Garde. En avant la musique. Starker noch die wilde Flammen, als Scheun brennt. Und ihr steht und guckt es euch sich mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt es euch sich, wie unser Städte brennt. Es brennt, brüderlich, es brennt. Oi, unser Ohr im Städte brennt. So scheuen die Feuerzungen, das ganze Städtlein geschlungen. Und die böse Winden hutschen, als Scheun brennt. Und ihr steht und guckt es euch sich mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt es euch sich, wie unser Städte brennt. Es brennt, brüderlich, es brennt. Oh, es kann Scheule kommen der Moment. Unser Stadt mit uns zusammen soll euch Asche weg in Flammen bleiben soll. Wie nach der Schlacht nur schwarze Brüste Welt. Und ihr steht und guckt das euch mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt das euch sich, wie unser Städte brennt. Es brennt, brüderlich, es brennt. Die Hilfe ist nur in euch allein gewendet. Heute das Städte ist euch teuer. Nehmt die Keile, löscht das Feuer. Löscht mit euer eigen Blut. Beweist, dass ihr das kennt. Steht nicht, Brüder, und das euch sich mit verlegter Hand. Steht nicht, Brüder, löscht das Feuer. Oi, unser Städte brennt. Bravo. Notre village brûle. Nous allons maintenant passer la parole à Jessica Mouisa de l'association Ibuka France qui rassemble les victimes et les amis des victimes du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. C'est une émotion particulière. Ibuka accompagne le combat du RAR depuis le début. Mais aujourd'hui, il y a une émotion particulière, à la fois positive, parce qu'à nouveau, il y a un génocidaire présumé qui a été mis en examen, mais aussi, nous devons le dire, une émotion très négative. Quelle rage de voir à nouveau parader dans les médias Hubert Védrine, celui qui est tellement, notamment à propos de la crise des sous-marins, le grand spécialiste de la géopolitique, Hubert Védrine, est lourdement impliqué dans le génocide du Rwanda. Et il défend la politique qui a été menée à cette époque.
Il vient de publier un atlas des conflits avec son acolyte Pascal Boniface, qui lui aussi parade dans les médias. Honte à eux, qu'ils osent encore parler, et honte à ceux qui leur déroulent le tapis rouge dans les médias. On en a marre de voir Hubert Védrine, qui rende des comptes d'abord, qui soit jugé, après on verra. Jessica. Merci beaucoup. Merci. Une fois de plus, le racisme montre son visage le plus décomplexé et la grande variété des haines installées dans les imaginaires. Nous avons débuté cette crise du Covid avec la haine anti-asiatique, avec le prétendu péril jaune. La stigmatisation, le complot, les fantasmes qui terminent tous de la même façon, la déshumanisation et l'agression. Ensuite, les Noirs et les Arabes furent accusés. Nous étions sales, indisciplinés, la cause de la propagation du virus. La stigmatisation, le complot, les fantasmes se sont également terminés par la déshumanisation et les violences policières cette fois. Enfin, les Juifs devaient bien avoir leur part de culpabilité dans la logique complotiste. Accusés, pointés du doigt dans des manifestations. Certains piétinent la mémoire de la Shoah tout en reprenant l'idéologie qui a mené à ce génocide, dans l'impunité la plus totale. Et les tombes sont profanées. La déshumanisation et les agressions continuent. Dans ces actes, dans ces mots, il y a de tout. Il y a des idéologues et il y a du racisme que l'on dit parfois intériorisé, mais qui ne sera jamais, jamais moins coupable et qu'il faut combattre avec autant d'énergie. Camarades, arrêtez enfin avec le fâché, mais pas facho. Un facho est un facho. Aujourd'hui, entourée des organisations et personnes auxquelles je fais confiance pour lutter contre ces fléaux, je fais le vœu d'une meilleure solidarité, d'une meilleure coordination, de meilleures et plus grandes idées pour mener ce combat contre l'antisémitisme et contre tous les racismes. J'ai vraiment confiance en nous et c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours être critique envers nos mouvements, nos mots, nos actions. Et la critique qu'on peut faire est la suivante. Aucun de nos combats ne vaincront tant que l'un des nôtres continuera à être piétiné sans merci, sans que personne ne hausse un seul sourcil. Et c'est le sens de ma présence ici. C'est le sens du combat auquel je participe pour la mémoire et la justice du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et pour rappel, un crime qui était et qui est toujours hautement politique et qui est toujours malmené dans sa mémoire par les bourreaux de 1994 et leurs alliés comme Hubert Védrine. Enfin, pour conclure sur ce complotisme qui nous fait tant de mal, le complotisme est un harcèlement des survivants. Le complotisme, c'est la continuation même des crimes contre l'humanité, car lorsque nos familles furent tuées, il restait encore leur mémoire et leur humanité à salir et à exterminer. Alors, tous et toutes ensemble, faisons toujours mieux, avec toujours plus d'alliés. Merci. Bravo, Jessica, merci infiniment. Merci infiniment à nos amis d'Ipuka, avec qui nous cheminons depuis des années et avec qui nous travaillons, avec qui nous luttons, avec qui nous combattons, car nous combattons les mêmes ennemis, le racisme, le négationnisme, le complotisme, le n'importe quoisme et toutes les fausses vérités qui nous assomment la tête. Et pour continuer dans la même veine, je passe la parole maintenant à Armen Tachi de la jeunesse arménienne de France. Là aussi un remerciement particulier, il a dû traverser Paris. Personnellement, non pas à la nage, quel malin, c'est qui le malin qui a dit ça? Oui, un peu d'humour, merci. Et en fonction de la journée sans voiture, il est à moto, bref, on va pas passer là-dessus. Armen, tu as la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Armen de la jeunesse arménienne de France. Je voudrais d'abord remercier le RAR et M. Askovitch de m'avoir invité à prendre la parole. Pour commencer, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, après toutes les manifestations auxquelles on a assisté, on n'a pu que constater un peu, avec beaucoup de frustration et de colère,
cet antisémitisme répugnant qui s'est manifesté contre le pass sanitaire pour une raison comme une autre. Et on n'a pas forcément l'impression qu'il a été condamné par tous, on aimerait qu'il le soit. Et ça montre tout simplement le manque d'éducation de beaucoup des Français, malheureusement, qui poursuivent sur une voie qu'on a connue il y a beaucoup d'années, et je vais vous en parler tout de suite. Et c'est un chemin qu'on aimerait tous éviter. Pour ça, la sensibilisation, l'éducation, elle est extrêmement importante. Donc la Jeunesse arménienne de France, mon association, a débuté son existence le 14 juillet 1945. Elle est l'enfant de rassemblements de jeunesse arménienne inspirés par les FTP Moy résistants, particulièrement de la région parisienne. Je vous ai ramené l'affiche qui condamnait ces personnes. Peut-être que vous connaissez l'affiche rouge, le groupe Manouchian. J'ai retrouvé très récemment une originale. Une originale de cette affiche. Le genre de flyer qui était distribué dans Paris pour condamner les libérateurs, la libération par l'armée du crime. Je vais vous lire juste quelques noms. Juifs polonais, juifs hongrois, juifs polonais, juifs hongrois, communistes italiens, espagnols rouges, juifs polonais, chefs de bande arméniens. Et au dos, voici la preuve. Si des Français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui les commandent. Ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent. Ce sont toujours des juifs qui les inspirent. C'est l'armée du crime contre la France. C'est le complot de l'anti-France. C'est le rêve mondial du sadisme juif. Est-ce que vous... Étranglons-le avant qu'il nous étrangle, nous, nos femmes et nos enfants. Est-ce que vous imaginez qu'il y a, pendant la Seconde Guerre mondiale, des choses comme ça qui étaient distribuées dans la rue de Paris et qu'on revient aujourd'hui en 2021 pour entendre la même chose? Comment ne pas être indigné face à ces propos? Comment ne pas les condamner? Ces hommes et ces femmes qui sont morts pour la France, ils nous poussent à poursuivre cette lutte. Notre lutte contre l'antisémitisme et tous les racismes, peu importe leur forme, qu'elle soit réelle, virtuelle, notre lutte est pour le vivre ensemble. Et pour cela, la jeunesse arménienne de France sera toujours aux côtés du RAR pour poursuivre ce combat. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci Armel. Ça valait le coup de traverser Paris malgré les obstacles pour venir nous parler. Merci Armel. Et vous nous laissez l'original en question. Je rappelle que nous sommes pour, je sais que ça va provoquer des haussements de sourcils, au moment où des tas de gens entrent au Panthéon, il serait temps que Manouchian et ses camarades du groupe FTP-MOI, qui ont été les premiers résistants anti-nazis en France, malgré les conditions dans lesquelles ils vivaient, entrent au Panthéon. Entrent au Panthéon. Je passe maintenant la parole à nos camarades et amis de Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste, VISA, qui mènent un combat acharné au sein des organisations syndicales et qui ont organisé récemment une manifestation devant le congrès du Rassemblement National à Perpignan qui a eu un certain succès. Et d'ailleurs, nous saluons aussi au passage des gens qui portent le gilet de la CGT et qui sont dans la foule. Bonjour à tous. Donc l'association VISA, Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste, est une association intersyndicale composée d'une centaine de syndicats qui combat depuis 25 ans les idées d'extrême droite sur le terrain syndical et social. Tout au long de ces années, nous n'avons cessé d'alerter par des formations intersyndicales, par la publication de dossiers sur les dangers de l'extrême droite, et en particulier celui de l'antisémitisme, et notamment sur l'influence, y compris dans les milieux du travail, des saloperies du couple tragique Dieudonné-Soral. Nous avions alerté sur l'importance de ne pas banaliser le sinistre geste de la quenelle lorsque certains collègues, voire certains syndicalistes, le reprenaient. Nous poursuivons aujourd'hui notre travail de formation et de production de matériel sur le conspirationnisme et le complotisme, matrice de l'antisémitisme actuel. Avec la crise sanitaire,
Nous avons vu déferler sur les réseaux sociaux des thèses complotistes de tout poil. Face à l'inconnu, la tendance à expliquer les situations par des complots n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent à ces thèses une résonance démultipliée. Comme à chaque fois qu'on cherche un coupable, l'antisémitisme ressurgit. Avec la première vague antisémite sur les réseaux sociaux, après la première vague antisémite sur les réseaux sociaux, c'est maintenant dans les manifestations anti-vax et anti-pass que déferle une nouvelle vague de l'antisémitisme, que ce soit par des pancartes ouvertement antisémites ou par la banalisation et donc la négation de la Shoah. Comme toujours, l'antisémitisme est un marqueur. On assiste ainsi à la généralisation d'attaques fascistes contre les syndicalistes, agressés dans les manifestations contre le pass sanitaire, tags racistes sur les locaux de Solidaires, mais aussi agression de militants du mouvement social le 4 septembre à Grenoble. Le jour même de la profanation de la stèle de Simone Veil à Perros-Guirec, on assiste à la profanation de la stèle en hommage au syndicaliste Pierre Maître à Reims. Agression de militants antifascistes, comme le porte-parole de la Jeune Garde à son arrivée à Paris la semaine dernière, et je pourrais en citer d'autres. Oui, l'antisémitisme est à la fois le marqueur et le révélateur d'un climat nauséabond qui nous concerne tous. Le mouvement syndical a condamné avec force toutes ces attaques, mais nous, syndicalistes, avons une responsabilité particulière, car face à la désespérance sociale générée par les politiques gouvernementales de démantèlement de la protection sociale, de réduction des services publics, le milieu du travail n'est pas à l'abri de l'antisémitisme. Le syndicalisme prend toute sa place dans ce combat, parce que par nature, être syndicaliste, c'est être antifasciste et donc combattre l'antisémitisme. Merci Philippe pour ces fortes paroles et nous restons en coordination et en travail commun avec nos camarades de Visa. Il nous reste 3 interventions. Respirez, il nous reste 3 interventions. Et je passe la parole à Safia, représentante d'SOS Racisme, et je vous demande de l'écouter avec calme et respect. Bonjour à tous. Merci pour ce rassemblement le rare. Merci de se réunir parce que nous ne céderons rien à l'antisémitisme. Pourquoi nous ne céderons rien? Parce que, alors même que depuis quelques années déjà, l'extrême droite, les racistes, les fascistes tentent de s'approprier la lutte contre l'extrême droite en lui donnant une obsession sécuritaire, en lui donnant un ton de racisme anti-arabe et anti-musulman. Pourtant, on le sait, c'est dans les moments de crise, comme la crise sanitaire, que l'extrême droite française montre encore et toujours et son vrai visage, le racisme et l'antisémitisme, et surtout son essence, du coup, l'antisémitisme. Durant les manifestations, je ne vais pas tellement revenir dessus parce que le rare et les autres intervenants en ont parlé correctement, mais durant ces manifestations, beaucoup de militants d'extrême droite tentaient de montrer à quel point ils étaient les grandes victimes de ce 21e siècle. Et pour eux, dans leur logique mortifère, le meilleur moyen de le faire, c'était de montrer qu'ils étaient autant victimes que les Juifs durant la Shoah. Pourquoi ? Parce que dans les yeux de l'extrême droite, dans les yeux du Rassemblement national, dans les yeux des racistes et des fascistes, les personnes juives sont seulement de perpétuelles et éternelles victimes. Simplement, l'assignation victimaire est réductrice. Et quand on considère l'autre comme une perpétuelle et éternelle victime, on ne le considère pas à son égal. L'antisémitisme, sa lutte surtout, nous appartient à tous. Et pourquoi ? Par exemple, en ce moment, comme hier, vous l'avez vu, il y a des listes qui ont été publiées, mais qui tournent depuis un moment sur les réseaux d'extrême droite. Ces listes-là, elles ont pointé du doigt des militants comme nous, des journalistes, des politiques et bien d'autres. Mais ça a commencé par un site de recensement des Juifs qui s'appelle Je suis partout, et certains de nos militants à SOS Racisme, mais aussi ici, y ont été confrontés. Nous ne céderons rien à l'antisémitisme. Nous ne céderons rien à l'antisémitisme et aux logiques de bouc émissaire. Pourquoi ? Simplement parce que c'est la destruction et l'instauration du flou au sein de nos luttes antiracistes, antifascistes et de classe. Merci. Merci beaucoup. Merci, Safia. Je passe maintenant la parole à la Fédération syndicale unitaire, à Bruno Test, son secrétaire général, dont je salue la présence. C'est pas juste un soutien comme ça, il vient et il prend la parole. Merci Bruno. Voilà.
Non mais merci, merci surtout aux rares de nous donner la parole. Ça a effectivement beaucoup de sens pour nous d'être ici dans ce rassemblement. Merci d'avoir créé les conditions de ce rassemblement qui évidemment doit s'élargir, on le voit tous aujourd'hui, mais qui est déjà un fait important, intéressant et qui doit nous permettre de construire une riposte contre l'antisémitisme et contre tout ce qui se développe, qui a été développé précédemment. Je disais, ça a du sens pour nous d'être là. Le mouvement social a été fortement interpellé par plusieurs intervenants, à juste titre. Et je pense qu'effectivement, tout ce qui peut s'apparenter à de la complaisance, au fait de ne pas vouloir voir certains phénomènes, de ne pas vouloir nommer l'antisémitisme, doit effectivement susciter des interrogations dans le mouvement social, dans le mouvement politique, chez les progressistes. Nous devons être clairs sur ce que nous portons et nous devons être clairs dans nos condamnations. Ça a du sens aussi pour la FSU d'être là parce que il y a des enjeux, on l'a beaucoup dit, en termes d'éducation. Si on voit à chaque crise économique ou sanitaire revenir le réflexe antisémite, c'est effectivement que les soubassements sont toujours là, que ça ressurgit à l'occasion des crises, mais et qu'évidemment il faut le condamner le plus fermement possible, mais que sur le long terme, il faut le décrypter, le déconstruire, et c'est tout ce travail éducatif que nous devons mener, éducation, formation, et qui doit être une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Et puis dernière chose, bien sûr, nous condamnons sans réserve tout acte antisémite, tout acte raciste, et ça doit être rappelé, bien sûr, que nous sommes inquiets du développement d'un climat raciste, antisémite, du développement de la violence, de la fragmentation de la société. Mais nous devons aussi toujours dire qu'il y a dans la société des points d'appui importants, qu'il y a une volonté de vivre ensemble, y compris dans les quartiers de relégation sociale. Il y a une volonté de faire du commun, il y a une volonté que toutes les communautés puissent vivre ensemble. Et dans les services publics, dans l'éducation, c'est ce à quoi nous travaillons au quotidien. Et il y a un vrai potentiel, une vraie volonté de faire vivre les valeurs de la République. Et ça, je pense que nous devons aussi nous appuyer dessus en positif et défendre les services publics, la protection sociale, l'éducation, comme ça a été dit précédemment. Je crois que c'est aussi, sur le long terme, une réponse à ces dérives que nous constatons malheureusement dans la société aujourd'hui. Merci en tout cas aux rares, et merci à tout le monde de nous avoir invités et d'être là. Merci au secrétaire général de la FSU de porter ces fortes paroles ici. Nous continuerons à l'interpeller pour la suite. Je passe maintenant la parole à la dernière oratrice. Avant 3 mots de conclusion, ne vous inquiétez pas. Muriel Guilbert, co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire. Et pour être juste, je l'ai déjà dit, je le répète, au nom du RAR, nos remerciements et notre gratitude à l'Union syndicale solidaire pour son soutien constant, matériel et moral, comme on dit, et d'engagement personnel des uns et des autres pour permettre les conditions de la réalisation de ce rassemblement, la camionnette, le machin, le truc, tout ça est là. Et on vous remercie. Muriel. Merci. Merci à vous, merci au RAR pour avoir initié ce rassemblement. Je pense qu'il a vraiment une importance, une signification qui pèse aujourd'hui. Et je pense qu'il faudra certainement multiplier ces rassemblements et le faire au cœur de Paris, c'est important. Solidaire porte un syndicalisme de transformation sociale qui ne peut se concevoir en fait sans une lutte déterminée et sans concession contre toute forme d'oppression, de domination et de racisme. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut que faire le constat alarmant que les idées d'extrême droite se propagent. Des personnes notoirement racistes trouvent des tribunes et une exposition médiatique sans précédent. On peut accéder sur Internet à des fichiers illégaux de militants antiracistes. Les attaques physiques envers les antifascistes se multiplient, sans parler des dégradations de tombes
ou des tags sur les locaux syndicaux. Alors, plusieurs intervenants évidemment et intervenantes l'ont dit, hein, l'antisémitisme qui n'a jamais disparu s'affiche de plus en plus et de manière sans complexe, comme cela a été le cas dans de nombreuses manifestations anti-pass. C'est inacceptable et c'est insupportable. Lutter contre les dérives autoritaires de ce gouvernement, comme on l'a fait à Solidaire, ne peut faire tolérer une quelconque expression de haine, de salir la mémoire de la Shoah ou de faire des amalgames qui sont de l'antisémitisme. Solidaire l'a condamné dès sa première expression dans les manifs anti-pass et continuera à s'élever contre l'antisémitisme et contre tous les racismes, discriminations aux côtés de toutes celles et ceux qui la combattent. L'urgence, elle est de lutter collectivement, unitairement, et que la lutte contre les idées d'extrême droite soit portée au quotidien, partout, dans nos entreprises, dans nos administrations, dans nos syndicats, dans les écoles, dans nos manifestations. Et on espère qu'on va se retrouver tous sur cette base-là, bientôt, dans la rue et partout. Merci. Bravo, nous sommes solidaires. Chers amis, l'heure tourne et il est temps de conclure. D'abord, avant de conclure, je voudrais vous dire que le RAR organise le 6 octobre prochain, dans 15 jours, un webinaire de discussion avec l'auteur qui s'appelle Philippe Corcuff à partir de son livre sur le confusionnisme. Je précise que c'est un webinaire de discussion. Ça ne veut pas dire ni que nous sommes en accord à 100% avec ces thèses, ni le contraire d'ailleurs. Donc, nous organisons ce webinaire, ce qui veut dire que ça sera sur Internet, sur Facebook, sur la page Facebook du RAR. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, en tout cas, nous avons une adresse, c'est sur inscription, donc peut-être que tu peux me dire l'adresse, bon, ou pas. En tout cas, vous pouvez vous inscrire là, et ça vous permettra de passer par la case de la table du RAR et de vous inscrire pour bien d'autres choses aussi, et pour recevoir nos documents, etc., etc. Nous considérons que ce premier rassemblement, comme nous l'avons dit, ce premier rassemblement de gauche contre l'antisémitisme, ce premier rassemblement politique, citoyen, pas juste des trucs juridiques, judiciaires, est-ce que Cassandre Tristot peut être jugé pour tel ou tel, etc., se casser la tête pendant des heures, c'est important, mais ça n'est pas ça qui résume notre combat. Pour nous, c'est un combat politique, public, unitaire, avec toutes les personnes qui sont victimes de racisme dans ce pays. Et quand tout à l'heure, dans les différents médias qui nous interrogeaient, ils nous demandaient « Mais alors, vous considérez que ça va toujours plus mal en matière de lutte contre l'antisémitisme? C'est toujours pareil ?» Je disais non. Il y a eu des années où les choses ont un peu reculé, malgré les meurtres et tout. Mais là, depuis le début de la pandémie, nous voyons, comme l'a dit Bruno Tess, réapparaître ce vieil antisémitisme, enfin vieil. En 1342, à Strasbourg, le jour de la Saint-Valentin, 2000 juifs de Strasbourg ont été massacrés. Pourquoi? Parce qu'on les accusait d'empoisonner les puits et de répandre la peste noire. Mais c'est pas qu'à Strasbourg, sur la côte catalane c'était pareil, en Allemagne, à Bâle. Nous connaissons cela, c'est comme l'étoile jaune. L'étoile jaune, on pense que c'est les nazis qui l'ont inventé. Non, c'est le concile de Latran, en 1215, qui a dit les juifs doivent être différenciés par un vêtement particulier, pour pas qu'ils se mélangent aux autres. Et le roi Louis XI en France a décrété que les enfants à partir de 12 ans devaient porter une rouelle jaune. Et il y a encore des gens aujourd'hui, je le répète, qui osent se coller des étoiles jaunes pour faire joujou, pour dire « Ah ben nous aussi on est opprimés ». Donc ce combat, nous avons posé la première pierre, enfin pas la première pierre,
Des cailloux, on en a posé beaucoup, mais une grosse pierre aujourd'hui. Nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont été, qui sont présents. Mais ne pensez pas qu'on va vous laisser tranquille à partir d'aujourd'hui. Nous allons continuer, nous allons proposer à toutes les organisations des réunions, des rencontres, des formations, que cette question devienne à l'ordre du jour. C'est trop grave. Nous entrons dans une année électorale, tout le monde le sait, j'ai pas besoin de faire des commentaires. Il y a les phénomènes européens, il y a ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, nous allons continuer avec le RAR et avec vous tous et vous toutes qui êtes là et que je remercie et vous remercie d'avoir été présents tout au long de cette longue après-midi et vous dis à très bientôt pour d'autres combats. Non, c'est bruyant. Stop. Et maintenant, nous allons chanter le chant des marais. Dans les arbres secs et creux, au terme de l'ivresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, au terme de l'ivresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Dans le combat des sauvages, entourés de murs de fer, il nous semble vivre en cage, au milieu d'un grand désert, au terme de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Où nous devons sans cesse piocher, piocher. Oui, oui, vous avez les paroles. Sentinelle jour et nuit, et du sang des larmes, la mort pour celui qui fuit aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira, il enfin aura patrie, je vivrai, tu es à moi, au terme de la détresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer, au où nous pourrons sans cesse aimer, aimer. Merci, bravo. Vous avez les paroles ici si vous voulez vous entraîner pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, nous aurons la chorale populaire de Paris sous la direction de Philippe Campos qui viendra chanter pour nous. On est à négocier, mon cher camarade. Merci à vous tous. À bientôt.